L'adoption de la loi de finances rectificative est une priorité pour la session extraordinaire. De son côté, le gouvernement a demandé à ce que la proposition de loi sur la collectivité décentralisée soit retirée de l'ordre du jour. L'énorme dossier de la loi de finances rectificative a été remis à l'Assemblée nationale ce jour. Elle prévoit entre autres une augmentation du taux de pression fiscale de 10 à 11%. Et en Israël, malgré la trêve humanitaire décrétée pendant quelques heures hier, au moins 100 Palestiniens sont morts et plus de 150 ont été blessés. Côté israélien, le bilan s'alourdit avec 3 soldats tués pour cette seule journée. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Cool TV. À la une ce jour, l'adoption de la loi de finances rectificative est une priorité pour la session extraordinaire. De son côté, le gouvernement a demandé à ce que la proposition de loi sur la collectivité décentralisée soit retirée de l'ordre du jour, demande rejetée d'ailleurs par le VPM Malagas Miaramieng. L'ordre du jour des prochains 10 jours au sein de l'Assemblée nationale a été adopté ce jour à Timbazaz. Reportage. La première séance plénière en vue de l'adoption des projets de loi ne se tiendra que lundi 4 août prochain. À partir de demain, ce seront les travaux de commission qui plancheront sur les diverses propositions qui sont parvenues à l'Assemblée nationale. Au total, 10 commissions seront chargées de voir au peigne fin les différents projets. La commission des finances et du budget se réuniront demain vendredi afin de discuter de la loi de finances rectificative selon le communiqué de la Chambre basse. Son adoption n'aura lieu que mardi 5 août prochain, deuxième jour de séance plénière. L'élection des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la HCC se fera le vendredi 8 août, dernier jour de la session. Le gouvernement a demandé le retrait de la proposition de loi sur la collectivité territoriale décentralisée de l'ordre du jour. Skellian Kinan explique aux députés que le projet de loi relatif à l'organisation, aux compétences et ressources des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que le projet de loi sur la représentation de l'État, dépendent totalement de cette loi. Un souhait rejeté par le parti VPM Malagas Miaramieng. Laurent Ramarson, sur les lieux ce matin, déplore cette manœuvre en expliquant que si cette loi n'est pas adoptée lors de cette présente session, les élections ne pourront pas avoir lieu cette année. Au final, aucun changement n'a été apporté dans l'ordre du jour qui a été adopté à l'unanimité. Razonar Mampian se rendra à Washington pour participer au premier sommet États-Unis-Afrique les 5 et 6 août prochains. 47 pays sont invités à l'exclusion des régimes sujets à controverse sur la scène internationale. Les États-Unis accordent une grande importance à la bonne gouvernance, la démocratie, à la justice sociale et au développement. Une réunion d'échange s'est tenue au centre de presse Malagas avec le Xaner, conseiller à la communication et aux affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis. Ce matin, les explications. Je pense que le président Rajoelina et le président Obama auront la possibilité de discuter le changement, les développements à Madagascar, mais aussi c'est plus important les discussions entre les ministres ou les sujets spécifiques pour Madagascar, par exemple le sauvetage, la protection de sauvetage et de la nature, et aussi l'AGOA, par exemple, etc. Donc, surtout, c'est une opportunité pour le président Rajoelina et le président Obama, mais aussi, je pense que les discussions, les autres discussions sont très importantes aussi parce que c'est une opportunité pour Madagascar, ce n'était pas possible pour les derniers 5 ans.
L'énorme dossier de la loi de finances rectificative a été remis à la Chambre ce matin. Il figure parmi les 11 lois, dont 2 lois organiques proposées par le gouvernement pour débat et adoption au sein de l'Assemblée nationale. La loi des finances rectificatives donne des frissons dès le premier survol. Reportage de Ejnirina Labari. 3% et non 7%. La LFR, loi des finances rectificatives, dément les grandes déclarations du chef de gouvernement sur le taux de croissance. L'équipe des techniciens du Grand Argentier, Jean Razafnjavoun, le prévoit à 3% et ne confirme pas l'ambition du Premier ministre de le porter à 7% en 2015, puis à 2 chiffres les années suivantes. À l'époque, tous les économistes et opérateurs économiques ont accueilli ces déclarations avec stupéfaction. Deuxième surprise, les aides budgétaires des partenaires étrangers ne sont pas encore prises en compte. La troisième laisse un peu froid, il va falloir payer plus d'impôts. La LFR prévoit une augmentation du taux de pression fiscale de 10 à 11%. L'administration fiscale doit partir à une chasse de 124 milliards d'ariars pour combler le déficit recettes-dépenses. Il faut noter que chaque département ministériel bénéficie d'une hausse de leur budget respectif, 304 milliards de bonus pour les finances et budgets, 20 milliards d'ariars pour l'intérieur, mais le budget du développement de l'industrie et PMI-PME plonge. Un économiste doute sur les proclamations officielles touchant à la relance de l'économie et à l'aide au secteur privé. La 5e session ordinaire du Parlement s'est ouverte aujourd'hui par un charivari sur un ordre du jour jugé trop chargé pour être politiquement honnête, selon les députés. Moins d'une centaine de députés sur les 147 élus que compte l'Assemblée nationale ont été présents à la séance dite d'imprégnation. Un technicien mandaté par la primature a procédé à la lecture d'une loi de plus d'une centaine de pages techniques incompréhensibles pour le commun des mortels. Peu de parlementaires ont pu résister à la tentation de sortir par la petite porte. Et on passe à l'économie. 77% des passations de marché des années 2012 et 2013 présentent des irrégularités touchant 80% des passations par voie de confrontation de prix. L'autorité de régulation des marchés publics avec les autorités d'observation ont procédé ce jour à une consultation afin de voir comment prévenir et sanctionner ces irrégularités. Reportage. Seuls 1177 dossiers sur les 5152 échantillons, soit 22,85% des marchés publics en 2012 et en 2013, répondent aux normes de la passation de marché. Des vices de forme ont été relevés sur 78,86% des dossiers pour les entités centrales, tandis qu'au niveau régional, les irrégularités concernent 75,92% des dossiers. En général, les marchés estimés à moins de 40 millions d'ariars qui n'ont pas besoin d'appel d'offres ouverts sont touchés par ces anomalies. Ces irrégularités concernent surtout par exemple, l'inexistence des lettres d'invitation faites aux fournisseurs, aux entrepreneurs, aux consultants ou aux prestataires. Et par exemple aussi la non-information des candidats qui ne sont pas retenus dans les appels d'offres ou encore l'inexistence de spécifications techniques claires dans les lettres d'invitation. Une concertation entre les organes de contrôle, entre autres le Bianco, le Samifin, l'Inspection générale de l'État, la RMP et le PGDI, a eu lieu ce jour. Au centre des échanges, la répression de ces pratiques qui faussent la transparence dans les marchés publics. Déjà, le Code d'éthique des marchés publics a déjà prévu des sanctions liées aux sanctions pénales, donc. Et actuellement, nous sommes en train, avec les organes de contrôle qui sont ici présents, nous sommes en train de voir comment procéder pour arriver justement à faire ces détections systématiques au cours de la vie de la passation de marché et quelles seront les actions de chaque acteur de l'organe de contrôle à chaque niveau de la passation.
Les sanctions relatives aux irrégularités des passations de marché sont d'ordre pénal et varient selon la nature des pratiques. L'affaire peut notamment être considérée comme un fait de corruption, de conflit d'intérêts ou de népotisme et tant d'autres encore. Le défi, c'est de définir qui vont être sanctionnés. Auparavant, les contrôles relevaient simplement des autorités contractantes. Les résultats de l'examen du BEPC sortiront à la fin de la semaine prochaine, probablement le 8 août, apprend-on ce jour du Cisco de Tanaville. La correction des copies a déjà débuté lundi soir. Les examens ont été clôturés cet après-midi pour ceux qui ont choisi l'option A avec les épreuves d'anglais. Aucun problème majeur n'est survenu. Les épreuves se sont déroulées sans encombre pour la circonscription scolaire de Tanaville. Les indemnités des correcteurs et jurys ont été payées. Mais toujours dans le domaine de l'éducation, l'on apprend ce jour aussi que les enseignants FRAM affiliés à l'association ANEF procéderont à partir de lundi à une grève générale. Selon eux, ils doivent être les premiers à être consultés par le ministère de l'Éducation nationale dans le recrutement des 10 000 enseignants annoncé par le ministre Paul Rabari. Madagascar ne compte actuellement que 60 pédiatres, un nombre largement insuffisant face aux besoins des 50% des Malgaches qui sont des enfants de moins de 15 ans. C'est la formation qui fait défaut, explique Lalatine Ndjemanariv, doyen de la faculté de médecine d'Ankatch. Le 6e congrès national des pédiatres de Madagascar débute ce jour pour des échanges entre professionnels afin d'améliorer l'accès aux services pédiatriques. Hilda Asnzo. Madagascar ne dispose pas d'assez de pédiatres, médecins spécialistes pour couvrir l'ensemble de la population. Plus de 10 millions, soit 50% de la population malgache, sont âgés de moins de 15 ans, selon les chiffres de l'OMS. Nous sommes actuellement entre 50 à 60 pédiatres et nous comptons à peu près peut-être 10 millions ou un peu plus de moins de 15 ans à Madagascar qui relèvent du domaine de la pédiatrie. Tout ceci montre vraiment l'insuffisance de nombre de pédiatres. La formation fait défaut. Il faut 4 ans de spécialisation pour devenir pédiatre. Les capacités de nos infrastructures sont limitées et peu de médecins s'intéressent à la spécialisation. Le problème, tout simplement, c'est que tous les ans, après le concours d'internat, nous avons environ 50 spécialistes, toutes spécialités confondues. Et parmi ces spécialistes, il y a quelques pédiatres. Et ça n'arrive pas effectivement à couvrir tous les besoins des différentes provinces de Madagascar. Mais avec la politique du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé publique actuellement, eh bien, nous avons comme objectif de mettre des spécialistes dans tout Madagascar. La diarrhée, les maladies respiratoires et le paludisme dans certaines régions sont les principales causes de mortalité infantile à Madagascar. Le congrès, qui a débuté ce jour au Carleton, a pour objectif une pédiatrie pour tous. 9 personnes ont péri et 24 autres gravement blessées dans un accident sur la route nationale 6 à 15 km de Befoutak hier en début de soirée. Des émissaires de son département sont déjà sur les lieux, selon le ministre du Transport, Ulrich Angetine. Il appelle tout un chacun à faire preuve de vigilance. Les explications. Donc il s'agit malheureusement d'une erreur humaine parce que, semble-t-il, le chauffeur s'est endormi. Et j'en appelle ici aux transporteurs donc de redoubler d'attention. C'est-à-dire pour ces véhicules qui transportent notamment des passagers, de doubler les chauffeurs. C'est une loi, c'est-à-dire que c'est convenu avec les coopératives pour les longs trajets que dans chaque véhicule, il y a deux chauffeurs. L'État a pris ses responsabilités dès hier même. Donc nous avons dépêché sur place des moyens d'évacuation des blessés vers Antui, mais aussi la prise en charge des blessés et malheureusement aussi des morts. Et on passe aux actualités internationales. Le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade,
Karim Ouad, en détention préventive depuis 15 mois, est jugé à partir d'aujourd'hui à Dakar pour enrichissement illicite et corruption avant la défaite de son père en 2012. Il cumulait les ministères de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures, de l'énergie, du temps où il était conseiller, puis ministre de son père. Suivez le reportage de France 24. 178 millions d'euros, c'est le montant astronomique des biens dits mal acquis accumulés par Karim Ouad selon les enquêteurs sénégalais. Ce patrimoine présumé comporte notamment 69 millions d'euros sur un compte en banque à Singapour, environ 70 millions d'euros dans 3 sociétés domiciliées au Luxembourg et ayant des comptes à Monaco et gérées par des prête-noms. Enfin, 11 millions dans des sociétés au Sénégal dont il serait le réel bénéficiaire. Mais les avocats de Karim Ouad ont montré des documents à France 24 qui, affirment-ils, dédouanent leurs clients. Il n'y aurait jamais eu d'enrichissement illicite au Luxembourg et à Monaco. Et le fils de l'ancien président sénégalais n'aurait même jamais eu ni de société aux îles Vierges britanniques, ni de compte à Singapour. Les autorités des BVI, des îles Vierges britanniques, viennent d'attester que cette société est fantôme, qu'elle n'a jamais existé ou été enregistrée chez elle. De notre côté, nous avons la preuve par des autorités bancaires très honorables qu'aucun virement, aucune opération ne peut être effectuée sur le compte de Singapour pour la simple raison que ce compte n'existe pas et que son bénéficiaire non plus n'existe pas. Tout est mis en œuvre pour se débarrasser d'un potentiel adversaire politique pour la prochaine élection. La plainte déposée en France contre Karim Ouad par le Sénégal pour enrichissement illicite en 2012, elle a été classée sans suite le 19 mai par le parquet de Paris. Ses avocats affirment que Ouad, arrêté il y a plus d'un an, n'a que des comptes clairement identifiés, notamment un à Monaco où il a 3 millions d'euros. Il s'agit, disent-ils, d'un cadeau de la famille royale d'Arabie Saoudite à la famille Ouad. Mais à quelques heures du procès, l'avocat de l'État sénégalais se dit serein. Les gens qui sont mis en cause ont utilisé énormément de malice pour que leur patrimoine ne soit pas mis à nu. Donc ça peut expliquer qu'on ne découvre pas tout leur butin, même si on ne trouvait qu'un seul milliard qui serait de l'argent qui est gagné de manière illicite, cela me suffirait. L'important pour moi, c'est qu'on montre que cela ne doit plus jamais arriver et que les gens ne se pensent pas être au-dessus de loi et à l'abri de tout recours qui pourrait être fait par des juristes ou des citoyens ordinaires qui sont déterminés. Les associations de droits de l'homme, elles, regrettent que Karim Ouad soit jugé par une cour spéciale réactivée par le président Macky Sall après son élection en 2012 face au père de Karim, Abdoulaye Ouad. C'était une cour qui avait été créée dans les années 80 et qui ne remplissait pas l'ensemble des droits garantis par les droits humains, à savoir par exemple un degré d'appel ou encore ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à l'accusé de démontrer qu'il n'est pas coupable. Cette cour est une cour ancienne qui aurait dû être réformée avant de pouvoir mener ce combat qu'on estime pourtant légitime, qui est le combat de la lutte contre la corruption. Les partisans de Karim Ouad ont annoncé leur intention de manifester à l'occasion de ce procès, le plus attendu au Sénégal depuis de nombreuses années. Direction Israël pour clore ce journal. La trêve humanitaire, une fois de plus, n'a pas limité le bain de sang. Au moins 100 Palestiniens et 3 soldats israéliens sont morts dans la bande de Gaza hier, alors qu'une trêve de 4 heures avait été annoncée par l'armée israélienne. Plus tôt dans la journée, une école de l'ONU où se réfugiaient des Palestiniens a de nouveau été la cible de bombardements israéliens. Côté israélien, 56 soldats ont péri depuis le début de cette offensive terrestre. Le conflit entre l'armée israélienne et le Hamas est entré dans son 24e jour et pour l'instant, les espoirs de trêve ne sont qu'un souvenir. C'est toujours un reportage de France 24. Et se ressemblent. Chaque Palestinien se réveille parmi les décombres pour constater les dégâts de la nuit passée en comptant les morts. Nous étions là quand la maison de notre voisin a été détruite. Nous sommes rapidement descendus pour aider les victimes, principalement des femmes. Il y avait une centaine de personnes à l'intérieur.
Une roquette a détruit 5 ou 6 maisons avec des femmes et des enfants à l'intérieur. De quoi étaient-ils coupables? Les femmes et les enfants, qu'ont-ils fait aux Juifs? Entre deux bombardements, les habitants tentent d'enterrer les victimes dans des tombes de fortune. Au 24e jour du conflit israélo-palestinien, la guerre s'est installée comme une véritable routine pour ses habitants. La veille, les bombardements ont été les plus intenses depuis le 8 juillet, faisant plus d'une centaine de morts, dont de nombreux enfants réfugiés dans cette école des Nations Unies. Autre cible des bombardements, les mosquées. Israël suspecte qu'elles abritent des tunnels et des armes du Hamas, comme on peut le voir sur cette vidéo tournée par l'armée israélienne. Dans la mosquée, située en banlieue de Gaza, les soldats ont retrouvé plusieurs munitions, ainsi qu'au moins 2 entrées de tunnels. Pour l'heure, aucune sortie de crise n'est envisagée. Benyamin Netanyahou s'étant dit déterminé à mener à bien sa mission. Restez avec nous, l'émission Megamag, juste après ce journal. Et puis 2 films, dont Backdraft avec Kurt Russell, un film dramatique. Et puis plus tard dans la soirée, Starship Troopers avec Casper Van Dien, un film de fiction. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure sur Cool TV. Au revoir et bonne soirée.